Je suis Jason Mitchell. J'ai 29 ans et mes parents ont commis une fraude criminelle en utilisant mon nom, puis m'ont envoyé la facture pour leur crime. Avant de vous raconter comment j'ai fait reprendre la BMW à 65 000 $ de mon propre frère et comment j'ai légalement interdit à mes parents de me contacter à nouveau, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez tous. C'est toujours bon de savoir qui est à l'écoute. Mon histoire, la véritable histoire de la façon dont ma vie a changé, ne commence pas par une explosion spectaculaire. Il n'y a pas de cris, pas de porte qui claque, rien des artifices que l'on voit dans les films. Elle commence dans une pièce si silencieuse qu'on pouvait entendre le doux bourdonnement de la climatisation. C'était le bureau de Nathalie Hoffman, une avocate dont j'avais trouvé le nom après des heures de recherche désespérée en ligne. Ses commentaires la dépeignaient comme un prédateur en tailleur. En personne, elle était quelque chose de bien plus troublant. Elle était parfaitement immobile. Son immobilité ressemblait à l'énergie comprimée d'un ressort, et c'était plus intimidant que toute manifestation de colère dont j'avais jamais été témoin. Elle était assise derrière un vaste bureau en acajou qui semblait conçu pour donner à ses clients un sentiment d'infériorité. Sur celui-ci, le seul objet était un simple dossier fin, mon dossier. Il contenait la version condensée d'une vie passée à être le bon fils, le responsable, celui sur qui on pouvait compter, ce dont j'étais en train de comprendre que ce n'était qu'un code familial pour le paillasson désigné. Tout a culminé dans les documents contenus dans ce dossier, une facture immaculée pour une voiture de luxe que je n'avais jamais vue, pour un prêt que je n'avais jamais approuvé, sous une signature qui était une imitation grossière et insultante de la mienne. Nathalie ne m'a pas offert de platitude ni d'assurance facile. Ce n'était pas ce genre d'avocate. Elle a laissé le silence s'installer dans la pièce, laissant la gravité de mes propres mots, de ma propre histoire retomber sur moi. C'était une manœuvre calculée, qui me forçait à affronter la réalité de la situation sans aucun tampon émotionnel. Finalement, elle s'est penchée en avant d'un accent grave peine 1 centimètre, mais le mouvement était électrique. Ses yeux, perçants, clairs et totalement dépourvus de pitié, se sont fixés sur les miens. C'étaient les yeux d'une stratège, et à ce moment-là, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Jason, dit-elle, sa voix aussi polie et dure que le bureau entre nous, soyons sans équivoque. Sur la base des documents que vous avez fournis, la facture, le contrat de prêt, la contrefaçon évidente de votre signature qu'un expert en écriture peut vérifier en un jour, il s'agit d'un cas classique de fraude criminelle. Ce n'est pas une querelle familiale qui a sa place dans le cabinet d'un thérapeute, c'est un crime qui a sa place dans une salle d'audience. Elle fit une pause, laissant ce mot, crime, exploser doucement dans la pièce silencieuse. La question n'est donc pas de savoir si nous pouvons gagner, continua-t-elle, son regard ne quittant jamais mon visage. Un étudiant en droit de première année pourrait gagner cette affaire. La question est, êtes-vous, Jason Mitchell, vraiment prêt à pousser vos parents et votre frère à faire face aux conséquences d'un acte criminel? Êtes-vous prêt à choisir consciemment de vous engager sur cette voie? C'était, sans exagération, la question la plus importante que quiconque m'ait jamais posée. Il ne s'agissait pas des 65 000 $, il ne s'agissait pas d'une voiture stupide. Il s'agissait d'une ligne, d'une limite de respect et de décence qui avait été violée de manière si systématique et pendant si longtemps que j'avais commencé à croire qu'elle n'existait même pas. J'ai tourné la tête, mon regard dérivant vers la grande baie vitrée derrière elle. 10 étages plus bas, Manhattan bouillonnait sur un fleuve de taxis jaunes et de personnes anonymes, chacune plongée dans son propre drame. Pendant une seconde à couper le souffle, j'ai ressenti un isolement si profond qu'il était vertigineux. Puis, l'image de cette enveloppe manille bon marché sur le comptoir de ma cuisine a éclaté dans mon esprit, la sensation nette et froide de la facture, le griffonnage arrogant et méprisant de la note de mon frère, je savais que tu comprendrais. Comprendre quoi? Que toute mon identité pour eux était celle d'un instrument financier? Que mon succès durement gagné n'était pas quelque chose dont ils pouvaient être fiers, mais une ressource à piller? Je me suis retourné pour faire face à Nathalie. Le brouillard de la culpabilité, de l'obligation familiale, d'une vie passée à m'entendre dire que j'étais difficile parce que je voulais un respect élémentaire, tout s'est dissipé dans cet instant de clarté absolue. J'ai vu le système pour ce qu'il était, une relation parasitaire où j'étais l'hôte. Ma voix, quand je l'ai finalement retrouvée, était ferme et froide, une voix que je reconnaissais à peine comme la mienne. Faites ce qui doit être fait. Pour vraiment comprendre comment un homme finit dans le bureau d'un avocat, prêt à déclarer la guerre à son propre sang, il faut comprendre que la trahison finale n'est jamais la première. C'est juste celle qui vous fait enfin voir toutes les autres. Il faut remonter 2 semaines en arrière, à un mardi qui a commencé comme les autres, ce qui, dans l'écosystème de ma famille,
signifiait qu'il était mûr pour une crise fabriquée. J'étais à mon bureau à l'agence, en train de fixer une feuille de calcul si complexe qu'elle ressemblait à une carte de circuit imprimée. Mon monde était fait de chiffres, de logique et de conséquences. Le monde de ma famille, je commençais à le réaliser, était fait d'impulsions, d'émotions et d'un mépris total des conséquences, car il m'avait toujours pour nettoyer les dégâts. Mon téléphone a vibré et le nom maman a clignoté sur l'écran. Un nœud pavlovien d'effroi s'est instantanément resserré dans mon estomac. Ma mère, Diana, n'appelait jamais juste pour dire bonjour. Un appel de sa part était un briefing de mission. Jason, chérie, comment vas-tu? Sa voix était une confiserie de douceur et de lumière. C'était son coup d'ouverture, l'équivalent vocal d'un cheval de Troie. Je suis au milieu d'une analyse de marché, maman. Que se passe-t-il? J'ai gardé un ton bref, professionnel, une tentative futile de maintenir une limite qu'elle ne respectait jamais. Oh, toujours aussi occupée avec tes chiffres, soupira-t-elle, un coup de maître d'agression passive qui parvenait à paraître à la fois sympathique et méprisant. C'est juste que je suis inquiète pour Tyler. Bien sûr, elle l'était. Il s'agissait toujours de Tyler, mon jeune frère, le fils prodigue, l'enfant chéri. Il avait 25 ans, mais la perspicacité financière d'un adolescent. Il passait d'un projet passionnant à l'autre, scénariste, boulanger artisanal de friandises pour chiens, négociateur de crypto-monnaies à la journée, chacun échouant de façon plus spectaculaire que le précédent, ses chutes étant toujours amorties par l'adoration sans borne de mes parents et, de plus en plus souvent, par mon compte bancaire. Quelle est l'urgence cette fois-ci, ai-je demandé, en me penchant en arrière sur ma chaise et en me frottant les tempes. Eh bien, son propriétaire est juste horrible. Il est un peu en retard sur son loyer, le pauvre. Il est soumis à tellement de pression pour faire décoller sa nouvelle entreprise. La nouvelle entreprise de Tyler consistait à essayer de devenir un influenceur sur les médias sociaux en postant des photos mélancoliques de lui dans des vêtements chers qu'il ne pouvait pas se permettre. Maman, dis-je, ma voix serrée par une frustration que je ne pouvais plus cacher, j'ai remboursé 15 000 $ de sa dette de carte de crédit il y a 6 mois, tu te souviens? Il a juré que c'était une réinitialisation unique. 2 semaines plus tard, il publiait des photos d'un camp de surf de nuit à 1 000 $ à Bali. Nous avons eu exactement cette conversation. Jason Alexander Mitchell, tu ne vas pas utiliser ce ton avec moi, rétorqua-t-elle, la douceur s'évaporant pour révéler l'acier en dessous. Ce n'est pas convenable. Tu es le plus chanceux. Tu as ce travail stable. Il est de ton devoir d'aider ton frère qui est encore en train de trouver sa voie. C'est ce que fait une bonne famille. Nous nous élevons les uns les autres. Devoir. Le mot était un poids de plomb. Mon devoir était de financer son irresponsabilité. Mon devoir était de permettre son adolescence perpétuelle. Mon devoir était de m'immoler pour le garder au chaud. Je vais voir ce que je peux faire, ai-je murmuré. C'était une réponse de lâche, une retraite verbale pour mettre fin à la conversation. Je détestais la faiblesse dans ma propre voix. J'ai raccroché et j'ai envoyé un SMS à mon meilleur ami, Marc. Nous étions amis depuis notre première année à Cornell. Il connaissait toute la triste saga. Code lu, la première banque nationale de Tyler a besoin d'une autre injection de capital. Sa réponse fut directe et immédiate, non. Absolument pas. Tu te souviens de Manhattan? Tu as juré que c'était la dernière fois. Dis juste non, mec. Ceci, une phrase complète. Le fiasco de Manhattan, ma dernière tentative monumentalement stupide d'utiliser l'argent pour acheter quelque chose qui n'était pas à vendre, le respect authentique de ma famille. 3 mois auparavant, j'avais orchestré ce que j'espérais être un week-end familial parfait. J'avais dépensé près de 5 000 $, une suite à l'hôtel Gansford, des places d'orchestre pour une pièce de théâtre à succès à Broadway, un dîner de dégustation dans un restaurant avec des étoiles Michelin et une liste d'attente d'1 mois. Je pensais que si je pouvais simplement organiser l'expérience parfaite, si je pouvais démontrer mon succès et ma générosité d'une manière qu'ils ne pourraient pas ignorer, peut-être qu'ils me verraient enfin comme un égal, un père. Ils m'ont vu, c'est sûr. Ils ont vu un portefeuille ouvert. Ma mère a passé le week-end à faire des remarques à peine voilées sur le fait que mon appartement était un peu petit pour un homme de mon âge avec mon salaire. Mon père, Richard, un banquier d'investissement pompeux qui accordait de l'importance aux apparences avant tout, a passé le dîner chic à essayer d'impressionner le sommelier avec sa connaissance des vins français. Et Tyler? Tyler était la star, bien sûr. Il tenait la cour,
racontant des histoires sauvagement exagérées sur ses réunions avec des producteurs, charmant les serveurs, absorbant tout l'oxygène de la pièce pendant que j'étais assis là, le bienfaiteur silencieux et invisible payant pour la scène. Je me souviens m'être décompressé avec Marc quelques jours plus tard, l'humiliation me brûlant encore. C'est comme s'il ne me voyait même pas, mec, avais-je dit, en faisant tournoyer la bière dans mon verre. Je suis juste un distributeur automatique ambulant. Marc m'avait regardé avec sa clarté habituelle exaspérante. Ou peut-être qu'il te voit, Jason. Il voit un type stable et qui réussit sur qui ils peuvent compter, et il ne se soucie de rien d'autre. Il y a une grande différence. Ces mots d'il y a 3 mois résonnaient dans mon esprit maintenant alors que je fixais mon téléphone, qui vibrait à nouveau avec une notification, une balise Instagram. Ma cousine, Taylor, avait posté une nouvelle photo. Mon pouce planait au-dessus de l'icône, un sentiment de pressentiment m'envahissant. J'ai tapé, et le monde a basculé sur son axe. C'était une photo de toute ma famille élargie, ma mère, mon père, Tyler, toutes mes tantes et oncles, mes cousins. Ils étaient tous entassés dans le salon de mes parents, décorés de façon festive. Une bannière scintillante tendue au-dessus de la cheminée disait « Joyeux Noël ». Mon père était à la tête de la table, sculptant fièrement une dinde massive. Ma mère levait un verre de champagne, le visage rayonnant. Tyler avait son bras nonchalamment autour de Taylor, un large sourire triomphant plaqué sur son visage. La légende, parsemée d'émojis joyeux, disait « Meilleure fête de Noël en famille ». Tellement bien d'avoir tout le monde ensemble. Ça m'a manqué, tout le monde. Mon souffle s'est arrêté. J'ai zoomé, mon cœur battant un rythme frénétique et douloureux contre mes côtes. La photo était datée, hier. Je savais qu'ils avaient une fête de Noël annuelle. J'attendais l'appel, le texto, l'email. J'avais déjà acheté leurs cadeaux, emballés et assis dans mon placard. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à composer le numéro de ma mère. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix vive et gaie. Jason. Je pensais justement à toi, chérie. Le mensonge était si facile qu'il était presque impressionnant. Je viens de voir la photo de Taylor, dis-je, ma voix dangereusement plate, de la fête de Noël. Un battement de silence fractionné, le son d'elle en train de calculer. Oh, mon Dieu, c'était une affaire complètement de dernière minute. Quelques personnes étaient en ville, et nous avons juste organisé ça sur un coup de tête. Nous savions que tu étais débordé de rapports de fin d'année au travail, alors nous ne voulions pas te déranger. L'excuse était si fragile, si manifestement fausse, qu'elle était plus insultante que l'exclusion elle-même. Dernière minute ? Les décorations parfaitement coordonnées, la montagne de cadeaux sous le sapin, le buffet traiteur que je pouvais voir à l'arrière-plan, tout cela criait des semaines de planification. Vous ne vouliez pas me déranger, ai-je répété, les mots ayant un goût de poison. Je vois. Merci d'avoir clarifié. J'ai raccroché le téléphone avant qu'elle ne puisse tisser un autre fil dans sa toile de tromperie. Je me suis assis dans mon bureau silencieux, les lumières de la ville à l'extérieur se brouillant en une tache insignifiante. Ce n'était pas seulement la fête, c'était la facilité glaçante avec laquelle il m'avait exclu, le manque total de considération. Je n'étais pas une réflexion après coup, j'étais une non-pensée. Quelques minutes plus tard, alors que j'étais encore sous le choc, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale, mais un instinct m'a fait répondre. Jason, c'est ta tante Patricia, la sœur de mon père, le mouton noir de la famille, celle qui avait déménagé et vécu sa vie selon ses propres conditions. Nous n'étions pas proches, mais elle m'avait toujours traité avec une décence directe qui était rare dans ma famille. Salut, tante Patricia. Quoi de neuf? Je vais être direct. Jason, dit-elle, sa voix basse et rapide, comme si elle ne voulait pas être entendue. Tyler est un idiot d'avoir posté cette photo, mais je suis contente que tu l'aies vue. Ta mère ment comme elle respire. Elle a envoyé une invitation numérique avec un suivi complet des RSVP il y a 2 mois. Je sais parce que je la regarde dans ma boîte de réception en ce moment. J'ai serré les yeux, pressant les talons de mes mains contre eux. La confirmation n'a pas apporté de soulagement, elle a apporté une nouvelle vague de douleur. Ce n'était pas une omission involontaire, c'était une décision délibérée et calculée. Pourquoi? Le mot s'est échappé de mes lèvres comme un murmure brisé. Patricia laissa échapper un long soupir las. Chérie, c'est une question pour un thérapeute avec un doctorat. Tout ce que je sais, c'est qu'ils font ce genre de choses depuis des années.
C'est juste toi qui en prends le plus. Ne les laisse pas s'en tirer. Tu es un homme bon, et tu mérites mieux. L'appel se termina, me laissant dans le silence résonnant avec la vérité froide, dure et indéniable. Il ne m'avait pas oublié, il m'avait intentionnellement et méthodiquement exclu. Ce week-end a été un tournant. Ma mère a appelé la veille de Noël avec une invitation superficielle et culpabilisante à passer demain pour un peu, puisque tu as manqué tout le plaisir. J'ai refusé. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit non sans excuse. J'ai simplement dit, je ne pourrai pas venir. Ensuite, je suis allé chez la famille de Marc pour le dîner de Noël. Ils m'ont accueilli non pas comme un invité, mais comme l'un des leurs. La mère de Marc, Sarah, une femme avec le sourire le plus chaleureux que j'ai jamais vu, m'a serré fort dans ses bras et a murmuré, « Notre table a toujours une place pour toi, Jason. » J'ai dû m'excuser pour aller aux toilettes pendant quelques minutes pour me ressaisir. C'était un aperçu d'un univers parallèle, un monde où la famille signifiait chaleur et inclusion, et non obligation et jugement. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans une étrange et silencieuse trêve. Je n'ai pas tendu la main, eux non plus. Une petite partie de moi, naïve, a commencé à espérer que peut-être, juste peut-être, mon absence avait fait son effet. Puis, par un mardi glacial de la mi-janvier, une grande enveloppe manille informe est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et mon adresse griffonnée dans l'écriture cursive distinctive et bouclée de ma mère. Je l'ai emmenée à mon appartement, un nœud d'effroi se resserrant à chaque pas. Je l'ai ouverte au-dessus du comptoir de ma cuisine. À l'intérieur, il n'y avait pas de rameau d'olivier, ce n'était pas une carte de Noël tardive. C'était un épais paquet de documents d'une concession BMW haut de gamme, un contrat de près de 60 mois, un calendrier de paiement et une facture. Une facture de 65 421 $ pour une nouvelle berline BMW série 5 rutilante et entièrement équipée. Acheteur, Tyler Mitchell. Co-signataire, Jason Mitchell. Et là, sur la dernière page, gribouillée sur la ligne du co-signataire, une contrefaçon maladroite, presque enfantine, de ma signature. Glissée dans les plis de la facture se trouvait une petite feuille de papier à notes arrachée d'un bloc-notes juridique. Une note de Tyler, merci pour l'aide avec la nouvelle voiture, frérot. Maman et papa ont dit que tu comprendrais puisque tu réussis si bien. Je savais que je pouvais compter sur toi. Le premier paiement est dû le 1er, détail 6 juin. Je suis resté enraciné au sol de ma cuisine, les papiers tremblants dans ma main. L'air semblait disparaître de la pièce. C'était l'audace qui me coupait le souffle, l'énormité, la stupéfiante, l'astronomique droit. Ce n'était pas un appel à l'aide, ce n'était pas un malentendu. C'était un vol, un acte de vol calculé et prémédité déguisé sous le papier d'emballage fragile de la famille. Et c'est l'étincelle qui a finalement, irrévocablement allumé la mèche. Les 24 heures qui ont suivi la découverte du prêt frauduleux n'ont pas été remplies de rage. La rage est une émotion chaude et explosive. Ce que j'ai ressenti était le contraire. C'était un froid rampant et envahissant, une congélation profonde de l'âme. Je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé un mur. J'ai simplement plié les papiers soigneusement, les ai replacés dans l'enveloppe manille et les posés sur le comptoir de ma cuisine comme si c'était une bombe que j'avais peur de bousculer. Je me suis porté malade au travail le lendemain. Lorsque ma patronne, Sandra, m'a demandé si tout allait bien, je lui ai dit que j'avais une urgence familiale. L'expression me semblait être une blague noire. Une urgence implique quelque chose d'inattendu, une crise soudaine. Ce n'était pas soudain, c'était l'aboutissement d'une vie d'érosion plus petite, un glissement de terrain catastrophique final après des années de pluie calme et constante. J'ai passé ce mercredi à dériver dans mon propre appartement. La ville à l'extérieur bourdonnait de son énergie frénétique habituelle, mais à l'intérieur de mes murs, le temps avait ralenti au ralenti. J'ai commandé de la nourriture, je n'ai pas mangé. J'ai allumé la télévision et j'ai regardé l'écran d'un air vide, les rires en conserve d'une sitcom sonnant comme des cris provenant d'un monde lointain et plus heureux. J'étais un fantôme dans ma propre vie, hanté par la réalisation que la famille que j'avais passé près de 30 ans à essayer de satisfaire n'existait pas réellement. C'était une fiction que j'avais obstinément essayé de croire. Il était impossible de dormir cette nuit-là. Mon esprit était une piste de course d'humiliation passée. Chaque affront, chaque promesse non tenue, chaque fois que j'avais ravalé ma fierté pour le bien de maintenir la paix, tout cela se jouait en boucle. Vers 2 heures du matin, je me suis retrouvé devant ma bibliothèque, mes doigts traçant la tranche d'un album photo poussiéreux, relié en cuir, celui que ma mère m'avait offert pour mon diplôme d'études secondaires.
Sur la page de garde, dans son écriture élégante, elle avait écrit « À notre merveilleux fils, Jason, nous sommes si fiers de celui qui est responsable. » Même à ce moment-là, c'était ma caractéristique déterminante, toute mon identité condensée en un seul mot accablant. Je n'étais pas le brillant, ni le créatif, ni le drôle, j'étais le joueur utilitaire, le bourreau de travail, celui qui faisait les choses pour que les autres, notamment Tyler, puissent être libres d'être brillants, créatifs et drôles. Avec un sentiment de curiosité morbide, je me suis assis sur le sol et j'ai ouvert l'album. J'ai feuilleté les pages rigides recouvertes de plastique, et l'histoire de ma vie, ou plutôt, mon rôle dans leur vie, s'est déroulé dans des impressions glacées de 4x6. Il y avait Tyler, âgé de 7 ans, rayonnant au sommet d'un magnifique poney brun lors de sa première leçon d'équitation, une extravagance coûteuse que mes parents insistaient comme étant cruciale pour son développement. Sur la page d'en face, il y avait moi, âgé de 11 ans, chevauchant fièrement mon premier deux roues, un Huffier rouillé d'occasion avec des pneus dépareillés que mon père avait marchandés lors d'une vente de garage de quartier. Ça forge le caractère, mon fils, avait-il dit, en me tapant dans le dos, une phrase que je comprenais maintenant comme signifiant c'était bon marché. Le schéma était implacable, indéniable. Page après page, c'était un enregistrement visuel de leurs priorités. Il y avait Tyler, âgé de 16 ans, souriant comme un roi à côté du cabriolet rouge brillant qu'il lui avait loué. Et il y avait moi, âgé de 17 ans, recevant les clés de la Honda Civic défoncée, vieille de 10 ans, de ma mère, un héritage pratique et fiable. Il y avait la photo de la fête de remise des diplômes de Tyler, une affaire massive et traiteur dans leur cours avec un DJ embauché et la moitié de la ville présente. Ma fête de remise des diplômes, 2 ans plus tôt, un dîner tranquille au Olive Garden local où mon père a passé la plupart du repas à se plaindre du prix des calamars. Je ne regardais pas un album de famille, j'auditais une vie. Je regardais un grand livre de 30 ans qui documentait méticuleusement chaque investissement inégal, chaque allocation désespérée d'affection et de ressources. Avec un sentiment d'effroi croissant, j'ai réalisé que je cherchais une seule image, une seule preuve du contraire, une photo où j'étais au centre de leur monde, où leur fierté de moi était intacte par l'obligation ou la comparaison. Je n'en ai trouvé aucune. J'ai fermé l'album, le doux crissement du plastique sonnant comme un râle de mort dans la pièce silencieuse. Il n'y avait aucune chaleur ici, aucun réconfort, aucune douce nostalgie. Il n'y avait qu'une comptabilité froide et dure de ma valeur perçue, et selon ce livre, j'étais un investissement à faible rendement. Le lendemain, mon engourdissement a cédé la place à une tristesse profonde et lancinante. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui vivait dans le monde réel. J'ai appelé Marc. « Eh, mec, ça va ? Tu ne rates jamais le travail, dit-il, sa voix immédiatement empreinte d'inquiétude. J'ai pris une inspiration hésitante, et toute l'histoire s'est déversée hors de moi, l'enveloppe, la BMW, la signature falsifiée, la note arrogante de Tyler. Je lui ai lu la note à voix haute, ma voix se brisant sur les derniers mots. Quand j'ai terminé, le silence à l'autre bout du fil était lourd d'incrédulité et de fureur. « Marc ? Tu es toujours là. » « Ouais, dit-il finalement, sa voix tendue. « Je suis là. J'essaie juste. J'essaie de comprendre l'audace pure et simple. Jason, ce n'est plus un problème familial. C'est 5 crimes en une seule enveloppe. C'est des rapports de police et de la prison. Je sais, dis-je, ces mots me semblant creux et inutiles. Mais qu'est-ce que je suis censé faire ? C'est ma famille. » Le mot lui-même sonnait comme un mensonge, une étiquette pour quelque chose qui n'avait aucune substance. Marc, à son éternel honneur, ne m'a pas dit quoi faire. Il ne s'est pas mis en colère à ma place. Il est juste resté très silencieux pendant un moment, puis il a posé une question si simple et si profonde qu'elle a brisé toute ma vision du monde. « Je sais que tu as tout fait pour eux, Jason, depuis 30 ans, mais je veux que tu sois honnête avec toi-même, juste une seconde. Quand ont-ils déjà fait, ne serait-ce qu'une seule fois, quelque chose uniquement pour toi? Quelque chose qui ne leur ait pas profité directement ou indirectement à la fin. » J'ai ouvert la bouche. J'étais prêt à les défendre, à trouver une exception, à prouver qu'il avait tort. Mon dîner de remise de diplôme? Non, mon père s'est plaint de la facture. La Honda? Non, c'était une voiture d'occasion pour qu'il n'ait pas à en acheter une neuve. Payer l'université? Non, j'ai obtenu des bourses et j'ai payé le reste moi-même avec des prêts. Chaque cas que je pouvais évoquer, chaque acte de gentillesse supposé s'est fané sous la lumière crue de sa question. C'étaient toutes des transactions, des investissements réalisés dans l'attente d'un retour futur.
Le silence s'est étiré pendant une minute entière. Je ne peux penser à rien, ai-je finalement admis, et la confession a sonné comme un coup de poing physique, me coupant tout l'air. Moi non plus, mec, dit Marc, sa voix douce maintenant. Et j'ai regardé ça toute ma vie. Alors peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de t'inquiéter de ce que tu leur dois et que tu commences à penser à ce que tu te dois à toi-même. Nous avons raccroché, et je suis resté assis là sur mon canapé, sa question résonnant dans mon esprit, qu'est-ce que tu te dois à toi-même? La réponse est venue lentement, puis d'un seul coup. Je me devais la paix. Je me devais la dignité. Je me devais une vie où ma valeur n'était pas déterminée par ma capacité à résoudre des problèmes que je n'avais pas créés. Ce soir-là, j'ai pratiqué un petit exorcisme numérique. J'ai parcouru mon téléphone, mon stockage en nuage, mes médias sociaux, et j'ai supprimé toutes les photos que j'avais d'eux, chaque sourire forcé des vacances, chaque portrait de famille maladroit. J'ai regardé leurs visages pixelisés disparaître un par un dans une corbeille numérique. Ce n'était pas un acte de rage, c'était un acte de libération. Je faisais de la place. Le lendemain matin, vendredi, je me suis réveillé différent. La tristesse était toujours là, une note de basse sourde et vibrante, mais elle s'harmonisait maintenant avec une nouvelle mélodie, une résolution froide et dure. J'avais un dernier appel à passer. J'avais besoin de l'entendre à la source. J'ai composé le numéro de portable de mon père. Il a répondu à la deuxième sonnerie, non pas par un bonjour mais par son nom de famille, comme un PDG répondant à sa ligne privée. Mitchell. Papa, c'est Jason. Jason, je suis sur le point d'entrer dans une réunion. Fais vite. J'ai reçu une facture pour une BMW, dis-je, en sautant tout préambule, pour Tyler. Il est dit que je suis le co-signataire. J'ai attendu le halètement, le déni, la fureur indignée en ma faveur. Je n'ai rien obtenu de tout cela. Ah, ça, dit-il, son ton étant une légère contrariété comme si je le dérangeais avec une trivialité. Ta mère s'est occupée des papiers. Elle a signé pour toi. Nous savions que tu serais difficile à ce sujet, mais Tyler avait désespérément besoin d'une voiture respectable. L'image est primordiale dans ce monde, Jason. Tu devrais le savoir. Difficile. Le mot flottait dans l'air entre nous. Toute ma vie avait été une étude pour être l'opposé de difficile. J'étais le chemin de moindre résistance. Vous avez falsifié ma signature sur un prêt de 65 000 $, dis-je, ma voix dangereusement calme, toutes les émotions en étant évacuées, et vous me dites que c'est moi qui suis difficile maintenant? Une lueur d'irritation véritable a pénétré dans sa voix. Écoute, tu en fais toute une montagne. Tu es un analyste prospère, entouré d'erreurs pour toi. Ton frère est en difficulté. La loi de la famille, la loi de la nature, dicte que les forts aident les faibles. Il est temps que tu arrêtes d'être aussi égoïste et que tu comprennes ton rôle. La loi de la famille, une loi de la jungle où j'étais la proie désignée. Une loi où ma force n'était pas la mienne, mais une ressource commune qu'il pouvait exploiter. Une loi que je n'avais jamais acceptée, mais à laquelle j'avais été condamné à me conformer. C'était le dernier mot, le point à la fin d'une longue et triste phrase. Il n'était pas désolé, il était juste. Il croyait sincèrement qu'il avait droit à mon nom, à mon crédit, à mon avenir, à mon identité même. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste dit, d'accord, papa. Je comprends maintenant. Je comprends vraiment. Et j'ai raccroché le téléphone. J'ai compris que mon père ne serait jamais mon bouclier, ma mère ne serait jamais mon havre de paix, mon frère ne serait jamais mon ami. Je n'étais pas un fils ou un frère, j'étais un atout. Et on ne demande pas la permission à un atout, on se contente de le liquider. Je me suis levé de mon canapé, j'ai marché jusqu'à mon ordinateur portable, et avec des doigts fermes, j'ai tapé 5 mots dans la barre de recherche, meilleur avocat fraude à Manhattan. Le deuil était terminé, la guerre était sur le point de commencer. Le lundi qui a suivi mon week-end de sombre découverte a ressemblé au premier jour d'une nouvelle vie. L'air dans mon appartement ne semblait plus lourd de tristesse, il était chargé de l'énergie froide et propre d'un objectif. Je me suis habillé pour le travail dans mon meilleur costume, un modèle gris anthracite foncé que je réservais généralement aux réunions avec des clients à enjeux élevés. D'une certaine manière, c'était exactement ce que c'était. J'étais mon propre client le plus important, et les enjeux étaient tout mon avenir. Ma première réunion avec Nathalie Hoffman a été un cours magistral d'efficacité.
Je suis entré dans son bureau calme et terriblement organisé et j'ai exposé mes preuves sur la surface polie de son bureau, la facture, le contrat de prêt avec son excuse pathétique pour ma signature, une impression de mon rapport de crédit montrant l'énorme nouvelle dette qui était apparue du jour au lendemain. J'ai raconté l'appel téléphonique avec mon père, son aveu désinvolte de culpabilité, son cours sur la loi de la famille. Elle a écouté avec une immobilité troublante, ses yeux scrutant chaque document, absorbant chaque détail. Elle n'a pas interrompu, n'a pas offert un seul mot de sympathie. Elle était comme un chirurgien examinant un patient, détaché et analytique. Quand j'ai terminé, elle a simplement croisé les mains. « D'accord, dit-elle, sa voix tranchant le silence, la falsification est amateur. » Son aveu verbal, bien que non enregistré, établit l'intention. Les termes du prêt lui-même sont prédateurs. Vous avez une affaire redoutable. Elle s'est adossée. Comme je l'ai dit précédemment, la question n'est pas de gagner, mais de votre objectif final choisi. Alors, quelles sont les options sur la table? Expliquez-les-moi, dis-je, ma voix ferme. Option A, commença TL, en levant un doigt en l'air. La voie civile. Nous intentons un procès. Nous demandons des dommages et intérêts, y compris le coût pour votre code de crédit, la détresse émotionnelle et tous les frais juridiques. Nous obtenons une ordonnance du tribunal pour que le prêt soit déclaré nul et retiré de votre nom. C'est propre, relativement privé et financièrement satisfaisant, mais cela n'envoie peut-être pas le message que vous visez. Et l'option B? Son expression s'aiguisa. L'option B est l'option nucléaire. Nous prenons ce dossier, nous l'apportons au 34e commissariat et nous déposons un rapport de police. Nous remettons tout au bureau du procureur du district. Cela devient immédiatement une enquête criminelle. Nous parlons de plusieurs crimes, vol qualifié, vol d'identité, fraude électronique. Cela signifie des mises en accusation, des procès et la possibilité très réelle d'une peine de prison pour votre père, votre mère pour son rôle d'accessoire, et votre frère en tant que bénéficiaire. Elle laissa la gravité de ces mots s'installer dans la pièce. C'est public, c'est brutal, et une fois que ce train quitte la gare, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai pensé à la voix arrogante et méprisante de mon père au téléphone. Il avait créé son propre ensemble de lois, un système juridique privé où il était le juge, le jury et le bourreau. Il était temps qu'il soit initié aux lois qui régissent le reste du monde. Préparons l'option B, dis-je avec décision. Je veux qu'elle soit chargée et prête à tirer. Je veux qu'il sache sans équivoque qu'elle est sur la table. Une lueur de quelque chose de respect, peut-être apparue dans les yeux de Nathalie. Bien, dit-elle. C'est notre levier. J'ai quitté son bureau avec une poussée de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le pouvoir. Ce n'était pas le pouvoir de dominer, mais le pouvoir de se défendre. Le monde réel, cependant, ne s'arrête pas pour les guerres personnelles. Quand je suis retourné au cabinet, l'antichambre du bureau de mon patron ressemblait à une marche vers la potence. Son assistante m'a jeté un regard de pitié. Sandra Chin m'attendait. C'était une force de la nature, une femme qui s'était frayé un chemin jusqu'au sommet du monde de la finance dominé par les hommes. Elle valorisait la loyauté et la compétence, et elle avait une politique de tolérance zéro pour les drames qui affectaient le cabinet. Elle ferma la lourde porte en chêne de son bureau, coupant le reste du monde. Jason, parle-moi, dit-elle, son ton dépourvu d'amabilité. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je gère un grave problème familial, dis-je, en essayant de garder ma voix égale. Eh bien, votre grave problème familial a appelé mon bureau ce matin, dit-elle, ses yeux se rétrécissant. Un homme s'identifiant comme votre père. Il a passé 10 minutes à me dire à quel point il était inquiet de votre état mental erratique. Il a utilisé des expressions comme instable et prenant de mauvaises décisions. Il a fortement laissé entendre que vous n'étiez peut-être pas apte à gérer les portefeuilles de plusieurs millions de dollars de nos clients. Mon sang s'est glacé. L'audace de la chose était à couper le souffle. Il ne m'attaquait pas seulement, il essayait de détruire mes moyens de subsistance. Sandra, Elle leva une main, m'arrêtant. Jason, je te connais depuis 6 ans. Je t'ai embauché comme stagiaire. Je sais que tu es l'analyste le plus diligent, le plus stable et le plus éthique que j'ai jamais eu dans mon équipe. Je sais que c'est de la foutaise. Une vague de soulagement si intense qu'elle a presque fait trembler mes genoux m'a submergé, mais elle a été brève. Cependant, continua-t-elle, sa voix devenant glaciale, je ne suis pas la seule personne qu'il peut appeler.
Il peut appeler nos clients. Il peut appeler la SEC et déposer une plainte anonyme et sans fondement. Cela déclencherait quand même un audit douloureux. Dans ce secteur, Jason, la perception de l'instabilité est aussi dangereuse que l'instabilité réelle. C'est du poison. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre donnant sur les canyons de béton de Wall Street. Je suis de ton côté, mais je suis également responsable de ce cabinet. J'ai besoin que ce feu soit éteint, pas contenu, pas géré, mais éteint. Elle se retourna vers moi. Je te place en congé personnel obligatoire d'1 semaine, à compter d'aujourd'hui. Utilise ce temps. Utilise toutes les ressources dont tu as besoin, mais quand tu repasseras cette porte lundi prochain, j'ai besoin que cette situation soit résolue de façon permanente. Plus d'appels téléphoniques, plus de drames, plus de menaces pour cette entreprise. Sommes-nous clairs comme de l'eau de roche? Clair comme de l'eau de roche, dis-je, ma voix sombre. Les enjeux avaient été portés à un niveau presque insupportable. Il ne s'agissait plus seulement d'une trahison familiale, il s'agissait de ma carrière, de ma réputation, de toute la vie que j'avais si minutieusement construite pour moi-même. Mon père était prêt à tout réduire en cendres pour se sauver. Cette nuit-là, il n'y a pas eu de sommeil. Il n'y a eu qu'une fureur froide et calculée. J'ai passé les 2 jours suivants dans un état de frénésie contrôlée. J'ai rencontré Nathalie à nouveau, l'informant de l'appel de mon père. Ses yeux se sont illuminés d'une joie de prédateur. C'est une tentative de diffamation et d'ingérence délictueuse, dit-elle. Il ne fait que renforcer notre dossier pour nous. L'arrogance de cet homme est un cadeau. Nous avons affiné notre stratégie, une contre-attaque méthodique à 2 volets. Pendant qu'elle rédigeait la lettre de mise en demeure à notre première salve, je fortifiais tous les aspects de ma vie. J'ai passé une journée entière au téléphone, un guerrier en costume d'affaires. J'ai appelé ma banque, établi de nouveaux protocoles de sécurité, des mots de passe et des codes d'accès verbaux sur chaque compte. J'ai appelé mon conseiller financier et lui ai demandé de transférer tout mon portefeuille d'investissement vers un nouveau compte créé séparément dans une autre succursale, coupant tout lien historique que mes parents auraient pu avoir. J'ai effectué une vérification de crédit approfondie, passant au crible chaque ligne, chaque demande, à la recherche d'autres signes de leur vandalisme financier. Et j'en ai trouvé un. Enfoui au bas du rapport, sous « demande récente », se trouvait une demande de carte de crédit de magasin à limite élevée auprès d'un détaillant d'électronique haut de gamme connu pour ses téléviseurs à 5 000 $. La demande, faite il y a à peine 3 semaines, avait été refusée. La raison invoquée, l'apparition soudaine d'un nouveau prêt à tempérament massif qui avait maximisé mon ratio dette-revenu, le prêt BMW. Une vague de vertige m'a frappé. J'ai dû agripper le bord de mon bureau. Ce n'était pas un acte de désespoir ponctuel, c'était un schéma, un système d'exploitation. Ils avaient essayé avant. C'était juste la première fois qu'ils avaient été assez maladroits pour se faire prendre. La semaine que Sandra m'avait donnée était un compte à rebours, comptant non seulement sur ma famille mais aussi sur toute ma vie professionnelle. La pression était immense, mais elle ne m'écrasait pas. Elle me durcissait, me cuisant dans un four de colère juste. J'étais en train d'être forgé en quelque chose de nouveau, quelque chose de tranchant et d'incassable. Je n'étais plus leur fils, j'étais leur adversaire, et j'arrivais vers eux avec la vérité comme arme. La convocation pour l'affrontement final arriva le jeudi soir, un appel de ma mère, sa voix dégoulinant d'une douceur sirupeuse qui pourrait faire cailler le lait. Toute trace du conflit de la semaine précédente avait été effacée comme par magie. Jason, chérie, roucoula-t-elle, ton père et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est grand temps que nous nous asseyions tous et que nous réglions ça en famille. Plus de ces absurdités d'avocats, plus de drames, juste nous. Je prépare ton rôti de bœuf préféré avec des pommes de terre à l'ail rôti. Dîner du dimanche, chez nous, 19 h précises. Ne sois pas en retard. C'était une leçon de maître en manipulation déguisée en rameau d'olivier. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre royal. Ils me convoquaient à nouveau à leur siège de pouvoir, au cœur de leur royaume, s'attendant pleinement à ce que je m'agenouille et accepte leurs conditions. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Je serai là, dis-je, ma voix un lac paisible par un jour sans vent. Dès que j'ai raccroché, j'ai appelé Nathalie. L'invitation a été lancée. Dîner du dimanche. C'est l'heure du spectacle. Elle répondit, une note distincte d'anticipation dans sa voix, c'est notre scène. Veux-tu que je sois là? Oui, dis-je sans une once d'hésitation, mais pas en tant que mon avocate. Ils seront sur leur garde.
Je veux que tu sois là en tant qu'amie, ma collègue, une observatrice impartiale. Ils ne le verront pas venir. Je pouvais presque entendre son sourire au téléphone. Oh, j'adore ça, dit-elle, une guérilla dans une salle à manger de banlieue. Je porterai quelque chose de discret. Quand le dimanche arriva, une étrange tranquillité s'était installée en moi. Je n'étais pas nerveux, je n'étais pas en colère, j'étais un chirurgien avant une opération complexe concentré et détaché. J'avais passé la semaine à visualiser ce moment, à passer en revue toutes les lignes d'attaque possibles qu'ils pourraient utiliser, tous les leviers émotionnels qu'ils essaieraient de tirer. J'étais vacciné contre leur poison. Je suis allé chercher Nathalie. Elle était vêtue d'une robe noire simple et élégante, ayant plus l'air d'aller à un vernissage qu'à une confrontation juridique. Nous avons emprunté l'itinéraire familier jusqu'à la maison de mes parents dans le comté de Westchester, la vaste maison coloniale où j'avais grandi, une maison dont chaque pièce était tapissée des fantômes de déceptions passées et de demandes non entendues. Nous avons franchi la porte d'entrée, et la scène était parfaitement, écœuramment mise en scène. L'arôme réconfortant de la viande rôtie embaumait l'air, un rappel délibéré d'une enfance plus heureuse et fictive. Mon père, Richard, se tenait posé près de l'immense cheminée en pierre, un lourd gobelet en cristal de scotch coûteux à la main, l'image même du patriarche bienveillant. Ma mère, Diana, s'est précipitée en avant, m'enveloppant d'un nuage de son parfum coûteux et d'une étreinte qui n'avait aucune chaleur. Jason, chérie, nous étions si inquiets, gazouilla-t-elle. Tyler, mon frère, était allongé nonchalamment sur le canapé moelleux, absorbé par son téléphone, n'offrant qu'un grognement superficiel de reconnaissance. Le sourire brillant et travaillé de ma mère vacilla pendant une microseconde lorsqu'elle vit Nathalie. « Et tu as amené une amie, dit-elle, son ton passant de maternelle à prudemment évaluateur. »« Maman, papa, Tyler, voici mon amie Nathalie, dis-je avec douceur. Nous travaillons dans le même immeuble. » Mon père la regarda avec une suspicion à peine voilée, mais réussit à faire un signe de tête bref et dédaigneux. Tyler ne leva même pas les yeux. Le dîner fut une leçon de maître en guerre psychologique. Pendant les 30 premières minutes, ils ont exécuté une campagne classique d'évitement et de contrôle. Ils ont traité Nathalie comme un meuble, dirigeant toute la conversation vers moi, mais uniquement sur des sujets sûrs et superficiels, leur récent score de golf, les plans de rénovation du patio, une histoire ennuyeuse sur le voyage d'un de leurs amis en Toscane. Ils créaient une bulle de normalité, me mettant au défi de la faire éclater. L'éléphant à 65 000 $ en forme de crime dans la pièce était assis silencieusement à la table, et il faisait simplement semblant de ne pas le voir. Finalement, après que le plat principal eut été débarrassé, mon père posa son couteau et sa fourchette sur son assiette avec un bruit de cliquetis fort et définitif. Le spectacle était terminé. L'heure du verdict était venue. Jason, commença-t-il, sa voix descendant dans le registre tonitruant et autoritaire qu'il utilisait lorsqu'il était sur le point d'énoncer la loi, ta mère et moi sommes profondément déçus de ton comportement au cours des dernières semaines, impliquant des étrangers, faisant des menaces. Cela a créé beaucoup de drames inutiles, et franchement, c'est indigne de toi. Le drame, dis-je, ma voix calme et égale, était un prêt frauduleux de 65 000 $ contracté en mon nom, papa. Ma mère laissa échapper un soupir théâtral et patient. Oh, Jason, s'il te plaît, ne sois pas si mélodramatique. C'était un malentendu, une confusion dans les papiers. Nous essayons seulement d'aider ton frère à se remettre sur pied. Tu as toujours eu cette jalousie de lui, de son esprit libre. Tu dois abandonner cette amertume. Ce n'est pas sain. Je la regardais, la femme qui m'avait donné naissance, qui était maintenant en train de me manipuler avec expertise autour d'un rôti de bœuf, et je ressentis un vide vaste et caverneux. La banque d'amour dans laquelle j'avais passé ma vie à faire des dépôts était officiellement et irrévocablement à découvert. Cela n'a rien à voir avec la jalousie, maman, dis-je, ma voix dangereusement calme. Il s'agit d'un crime. Ce mot, crime, fut le signal pour que Tyler se joigne finalement à la mêlée. Il jeta son téléphone sur le coussin du canapé et se pencha en avant, son visage déformé par un ricanement méprisant familier. « Oh, tu veux bien te calmer, Saint Jason » cracha-t-il, sa voix dégoulinant de venin. « Tu entres ici avec ton costume chic et ta petite amie silencieuse, en faisant comme si tu étais le roi. Tu te crois tellement meilleur que nous avec tes tableurs et ton triste petit appartement. Tu nous as regardés de haut toute ta vie. » Il se pencha davantage, ses yeux brillants de malice, prêt à porter le coup fatal. « Tu sais que tu n'es pas la seule chose à toi que j'ai goûté. Ton ancienne petite amie, Chloé, après que vous vous soyez séparés,
Ouais, elle n'était pas aussi coincée quand elle était avec moi, en fait. J'ai appris une chose ou deux. La table tomba dans un silence choqué. C'était son atout mettre une attaque personnelle ignoble conçue pour briser mon sang-froid, pour me traîner dans la boue avec lui. Il voulait une dispute hurlante, il voulait des larmes, il voulait que je perde le contrôle. Et dans ce moment de cruauté suprême, il m'a fait le plus beau cadeau qu'il m'ait jamais fait. Il a cautérisé le dernier nerf persistant de la connexion fraternelle. Il n'était plus mon frère, il n'était qu'un garçon pathétique vieillissant se déchaînant d'une cage de sa propre médiocrité. Je n'ai pas bronché. J'ai lentement pris mon verre d'eau, j'ai pris une gorgée délibérée et je l'ai reposé. Je ne l'ai même pas regardé. Mon regard était fixé sur mon père. « Avez-vous fini ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. « Est-ce le meilleur que vous ayez tous ?» Mon père, sentant la dynamique changer d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre, gonfla sa poitrine, son visage virant au rouge tacheté. « Non, je n'ai pas fini, » tonna-t-il. « C'est la dernière fois que nous parlerons de ça. Tu vas rappeler tes avocats. Tu vas appeler la banque demain, t'excuser pour la confusion, et tu vas assumer les paiements de cette voiture comme tu aurais dû le faire en premier lieu. Si tu ne le fais pas, alors à partir de ce moment, tu ne fais plus partie de cette famille. Tu n'es plus notre fils. Est-ce clair ? L'ultimatum. L'arme finale, la plus puissante de leur arsenal. La menace d'exil, la peur qui m'avait gardé en ligne toute ma vie. Je soutins le regard furieux de mon père. Je laissai sa menace planer dans l'air chargé de la salle à manger, puis je fis à Nathalie un petit signe de tête, presque imperceptible. Elle était restée une statue silencieuse tout au long de l'épreuve. Maintenant, elle prit vie. Elle posa délicatement sa serviette en lin sur la table et fouilla dans son sac à main de créateur. Elle sortit un document épais relié professionnellement et le posa sur la table entre nous. Le bruit sourd et autoritaire résonna dans la pièce silencieuse. « Monsieur et Madame Mitchell, Tyler, dit-elle, sa voix claire, calme et coupant la tension comme une lame de diamant à travers le verre, je m'appelle Nathalie Hoffman. Je ne suis pas la collègue de Jason, je suis son conseil juridique. » Le sang s'échappa du visage de mon père. La bouche parfaitement rouge à lèvres de ma mère s'ouvrit dans un « oh » silencieux de choc. Le ricanement de Tyler finit enfin, heureusement, par disparaître. Ce document, continua Nathalie, tapant un index parfaitement manucuré sur sa couverture, est une demande légale formelle. Il décrit dans les moindres détails le prêt frauduleux contracté auprès de BMW Financial Services, la contrefaçon de la signature de Jason vérifiée par un expert et les tentatives documentées ultérieures de diffamer sa réputation professionnelle auprès de son employeur. Elle fit glisser le document sur le bois poli de la table. Il s'arrêta directement devant mon père. Il le regarda comme s'il s'agissait d'un scorpion vivant. « Vous avez 48 heures, déclara Nathalie, sa voix aussi froide et dure qu'un coup de marteau de juge. 48 heures à partir de ce moment pour retourner la BMW Série 5 2025 au concessionnaire d'origine et pour fournir à mon cabinet une preuve notariée et irréfutable que le prêt frauduleux a été annulé et complètement effacé des antécédents de crédit de mon client. Si vous ne vous conformez pas d'ici 9 heures mardi matin, une copie de ce dossier, accompagnée d'un affidavit sous serment de Jason, du témoignage de plusieurs témoins et de la preuve de vos autres indiscrétions financières, sera remise en main propre au bureau du procureur de district pour l'ouverture immédiate d'une enquête criminelle sur de multiples crimes, y compris le grand larcin, le vol d'identité et le complot en vue de commettre une fraude électronique. » Elle se leva, et je me levai avec elle, un front uni. Le seul son dans la pièce était le tic-tac frénétique et lourd de l'horloge de parquet dans le couloir, comptant les secondes de leur ancienne vie. « Jason, » murmura ma mère, sa voix un plaidoyer étranglé et horrifié, « tu ne nous ferais pas ça, à ta propre famille. » Je les regardais tous les trois, leurs visages tordus dans un masque de panique pur et sans mélange. Ils avaient construit leur monde sur une base d'autorité imméritée et de chantage émotionnel, et avec un mouvement calme et stratégique, je venais de le démolir au sol. Je n'avais pas besoin de les désavouer, je leur avais donné les outils pour le faire eux-mêmes. « Le choix vous appartient, » dis-je. Puis je me suis retourné, et avec Nathalie à mes côtés, je suis sorti de cette maison et je n'ai jamais regardé en arrière. Les 48 heures qui suivirent mon départ de ce dîner désastreux furent une leçon de maître sur les 5 étapes du deuil narcissique, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin, encore plus de colère. Mon téléphone devint la scène de leur performance frénétique et désespérée. Cela commença par la fureur de mon père, une série de textos de plus en plus dérangés truffés de fautes de frappe et de menaces en majuscules.
Tu n'as aucune idée de l'erreur que tu as faite. Tu le regretteras pour le reste de ta vie. Ce n'est pas ainsi qu'un fils traite son père. Puis le relais fut passé à ma mère pour la phase de marchandage et de dépression et une série de messages vocaux larmoyants et manipulateurs. Jason, s'il te plaît, chérie, appelle-moi. Nous pouvons arranger ça. Pense à la santé de ton père, à sa réputation. Pense à ce que les gens vont dire. Tu déchires cette famille. S'il te plaît, rappelle-nous. Elle était une virtuose de la culpabilité, jouant sur des cordes que je ne possédais plus. La contribution de Tyler était, comme prévu, un mélange de rage belliqueuse et de lamentation pathétique. Tu l'as vraiment fait, espèce de loser. Tu crois que tu peux prendre ma voiture? Tu es pathétique. Toujours été un petit serpent jaloux. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas répondu. Suivant les conseils de Nathalie, j'ai tout documenté puis j'ai bloqué leur numéro. Je me suis assis dans le sanctuaire tranquille de mon appartement, et j'ai attendu. J'avais tenu un miroir devant leurs actions et leur avais donné un choix clair et simple, réglez discrètement votre propre problème, ou je le ferai régler pour vous. Leur fierté, je le savais, était une force bien plus puissante que leur logique. Ils n'allaient jamais céder, ils comptaient sur le fait que je sois le même garçon faible qui cédait toujours. Le mardi matin arriva, lumineux et froid. La date limite de 9 heures passa. Il n'y eut pas de mail contrit de leur avocat, pas d'appel du concessionnaire BMW confirmant le retour de la voiture. Ils avaient regardé l'arme chargée que j'avais posée sur la table, et ils avaient décidé que je bluffais. À 9h01, j'ai envoyé un texto de 2 mots à Nathalie, pas de contact. Sa réponse fut tout aussi brève et bien plus effrayante, application de la conformité. Je ne connaissais pas les mécanismes spécifiques de ce qu'elle avait mis en mouvement, seulement que les rouages de la conséquence, que j'avais retenus si longtemps, avançaient maintenant, propulsés par leur propre arrogance. La confirmation de leur erreur de calcul ne vint pas d'un document juridique, mais d'un texto frénétique et haletant de ma cousine Taylor cet après-midi-là, la même cousine dont le post Instagram avait déclenché toute cette avalanche. Mon Dieu, Jason, qu'est-ce que tu as fait? Une dépanneuse est littéralement dans le parking du bureau de Tyler en ce moment même en train d'accrocher sa nouvelle BMW. Son patron regarde depuis la fenêtre. Tyler est là en train de hurler sur le chauffeur. Tout le monde regarde. C'est dingue. Un sourire sinistre et sans humour touche à mes lèvres. Alors, c'est ainsi que le service de lutte contre la fraude de la banque traitait une réclamation incontestée au pas avec une lettre discrète, mais avec une reprise de possession très publique et très humiliante. C'était une conséquence directe du refus de ma famille de prendre la solution de facilité. Ils avaient choisi l'humiliation publique plutôt que la responsabilité privée. Les retombées furent nucléaires. Les messages vocaux hurlants de ma mère reprirent à partir d'un nouveau numéro. Mon père, selon un appel murmuré de tante Patricia, était en pleine panique, réalisant enfin que la menace d'un dossier criminel atterrissant sur le bureau d'un procureur n'était pas un bluff. Leur prochaine action fut de mobiliser les singes volants. Mon oncle Robert, le partenaire commercial et compagnon de golf de mon père, m'a appelé. « Jason, mon garçon, c'est ton oncle Robert, commença-t-il, sa voix suintant une fausse inquiétude onculaire. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un malentendu, et je veux juste dire, quels que soient les griefs que tu as, tu dois arrêter ça maintenant. Tu gères ces choses en interne. Tu n'étales pas le linge sale de la famille pour que le monde entier le voie. Cela a une mauvaise image pour tout le monde. C'est mauvais pour les affaires. Dis-moi, oncle Robert, demandai-je, ma voix aussi froide que la glace, est-ce que falsifier ma signature sur un prêt de 65 000 $ était mauvais pour les affaires, ou est-ce que cela relève d'un niveau acceptable de linge sale? Il balbutia, complètement déstabilisé de son scénario. Eh bien, c'est une affaire privée entre toi et ton père. Je dis juste qu'il y a de meilleures façons de résoudre ça. Je suis tout à fait d'accord, dis-je. Et pour la première fois, je ressentis toute la puissance de ma position. Ils avaient 48 heures pour choisir la meilleure voie. Ils ont choisi celle-ci. Les conséquences sont maintenant à eux de les gérer. Je raccrochai avant qu'ils ne puissent répondre. Chaque appel désespéré, chaque texto manipulateur, chaque potin de seconde main ne servait qu'à renforcer la justice de ma décision. Ils n'étaient pas désolés pour le crime, ils étaient terrifiés par la punition. Avec Nathalie, je suis passé à la dernière étape de ma campagne. Mon but n'a jamais été de voir mes parents en combinaison de prison, mon but était la liberté.
Nous avons utilisé la menace très réelle et très terrifiante de poursuite pénale comme un marteau-pilon pour forcer un règlement civil rapide et blindé. Leur avocat, un avocat à l'ancienne et fanfaron de leur country club, a essayé de négocier. Mon père a essayé de prendre des pauses. Mais il jouait une main perdante sans carte à tirer. Ils avaient commis un crime, nous avions une montagne de preuves, et ils le savaient. Pour faire disparaître la menace criminelle, ils devraient accepter mes conditions, et mes conditions étaient absolues. Premièrement, ils assumeraient 100% de la responsabilité financière du prêt frauduleux, y compris toutes les pénalités ou frais associés à la reprise de possession. Deuxièmement, ils effectueraient un virement du montant total de mes frais juridiques au cabinet de Nathalie dans un délai de 5 jours ouvrables. Troisièmement, et c'était la clause qui importait plus que tout l'argent du monde, ils signeraient une ordonnance de non-communication juridiquement contraignante et permanente. Ils ne devaient faire aucune tentative, directe, indirecte ou par l'intermédiaire d'un tiers, de me contacter, mes amis, mon employeur ou tout futur employeur, pour le reste de leur vie. Ils se sont battus contre, ils ont fulminé, ils ont supplié. Mais à la fin, ils ont signé. Le jour où le document final notarié portant leurs 3 signatures est arrivé à mon appartement par coursier, je n'ai pas ressenti de vague de victoire. Je n'ai pas débouché une bouteille de champagne. J'ai ressenti un sentiment profond et viscéral de calme. J'ai pris le document, une épaisse feuille de papier qui était ma déclaration personnelle d'indépendance, et je l'ai placé dans le tiroir de mon bureau. C'était un certificat de mon propre affranchissement. La guerre était finie. Maintenant, le travail de reconstruction pouvait commencer. J'ai élagué ma vie méthodiquement et impitoyablement. J'ai bloqué les numéros des parents qui avaient appelé pour me faire la leçon. J'ai envoyé un courriel bref, poli et ferme aux quelques membres de ma famille qui comptaient encore pour moi, comme tante Patricia et Ryan, expliquant que pour mon propre bien-être, je me retirais des radars pendant un certain temps et que je reprendrais contact quand je serais prêt. Je construisais une forteresse, non pas une forteresse de colère, mais une forteresse de paix. Le silence qu'ils avaient autrefois utilisé comme arme pour me punir et m'exclure était maintenant mon bouclier le plus puissant. La limite n'était plus une ligne dans le sable, c'était un mur de béton armé de 3 mètres de haut, et j'étais enfin en sécurité à l'intérieur. Les 6 premiers mois de ma nouvelle vie fortifiée ont été un exercice de réapprentissage de la respiration. C'était comme vivre dans une maison où un climatiseur bruyant, grinçant et imprévisible avait fonctionné pendant 30 ans, et puis un jour, il s'est simplement arrêté. Le silence qui en a résulté était si vaste, si complet, qu'il était presque désorientant. Au début, je vérifiais mon téléphone, m'attendant à une crise, me préparant à un SMS entrant rempli d'agressivité passive, où je sursautais au son d'une sonnerie, mais rien ne venait jamais. Il n'y avait pas de drame, pas d'urgence, pas de culpabilisation, juste une paix tranquille, constante et totalement inconnue. Libéré du drain psychique constant de ma famille, ma concentration au travail est devenue d'une netteté extrême. Les problèmes complexes que je devais résoudre pour mes clients me paraissaient simples et logiques par rapport aux calculs émotionnels que j'avais été forcé d'effectuer toute ma vie. Sandra, ma patronne, l'a remarqué. Elle a vu le changement non seulement dans mon travail, mais aussi dans mon comportement. La ligne tendue et inquiète de mes épaules s'était détendue. Je prenais plus la parole lors des réunions. 6 mois avant le cycle d'évaluation annuel, elle m'a convoqué dans son bureau et m'a offert une promotion au poste d'analyste principal, ainsi qu'une augmentation de salaire et une prime conséquente. « Tu l'as mérité », dit-elle avec un sourire entendu. Bienvenue à nouveau. Pour la première fois, j'ai regardé mon compte bancaire et j'ai vu non pas une ressource à défendre, mais un avenir à construire, mon avenir. J'ai pris une partie de cette prime et j'ai fait le meilleur investissement de ma vie, j'ai engagé une thérapeute. Elle s'appelait Dr Laura Chin, une femme intelligente et compatissante, spécialisée dans les traumatismes familiaux et les systèmes narcissiques. Dans son bureau tranquille, pendant de nombreuses semaines, j'ai déballé le contenu poussiéreux de mon passé. Elle m'a donné le vocabulaire pour mes expériences. Je n'étais pas hypersensible, j'étais victime de violences émotionnelles soutenues. L'affection conditionnelle de ma mère n'était pas de l'amour, c'était un mécanisme de contrôle. Les leçons de mon père sur le devoir n'étaient pas de la sagesse, c'étaient des justifications de l'exploitation. Tyler n'était pas simplement un esprit libre, c'était l'enfant chéri désigné, un rôle qui était tout aussi dommageable à sa manière que mon rôle de bouc émissaire. « Tu n'as rien fait de mal, Jason », m'a-t-elle dit lors d'une séance, une affirmation si simple mais si profonde qu'elle m'a fait pleurer. Tu étais un enfant qui essayait de survivre dans un système malsain. Ton seul crime a été que tu as finalement cessé de jouer le jeu selon leurs règles.
Mon appartement, celui que ma mère avait subtilement critiqué, a commencé à ressembler à un foyer pour la première fois. J'ai vendu les meubles fades et sûrs que j'avais choisis en gardant à l'esprit leur approbation tacite. J'ai peint les murs d'un bleu profond et apaisant. J'ai acheté de l'art que j'aimais. C'est devenu mon sanctuaire, un espace qui me reflétait, pas la personne qu'il voulait que je sois. J'ai recommencé à sortir, cette fois avec un ensemble de radars pleinement fonctionnels pour les signaux d'alarme. J'ai rencontré Emma, une femme vive et drôle du service marketing de mon entreprise. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai donné la version très condensée de ma situation familiale. Je me suis préparé au jugement, à la pitié, à l'inconfort maladroit qui suit souvent de telles révélations. Au lieu de cela, elle a simplement tendu la main sur la table, a posé sa main sur la mienne et a dit « Waouh, je suis tellement désolé que tu aies eu à traverser ça. » Personne ne devrait être traité de cette façon, surtout par les personnes qui sont censées t'aimer le plus. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement une profonde et sincère empathie. C'était révolutionnaire. Ma famille choisie, celle que j'avais construite pour moi-même, est devenue mon ancre. J'ai passé des vacances et de longs week-ends avec Marc et sa merveilleuse et bruyante famille. Sa mère, Sarah, m'a officiellement déclaré son fils bonus. Je me suis rapproché de tante Patricia et de son mari, Steven. C'est lors d'un week-end dans leur maison au bord du lac que j'ai appris à quel point la pourriture de ma famille était profonde. Nous sommes tellement fiers de toi, tu sais, m'a dit Patricia un soir alors que nous étions assis sur leur quai à regarder le coucher du soleil peindre l'eau dans des nuances d'orange et de rose. Tu as fait ce que ton cousin Ryan n'a jamais trouvé le courage de faire. Ryan, ai-je demandé, confus. Je connaissais à peine mon cousin. Elle secoua la tête, un regard de dégoût sur son visage. Oh, oui, il y a quelques années, ton père et Diana essayaient d'acheter un droit de partage de temps en Floride. Ils ne se sont pas tout à fait qualifiés pour le meilleur financement, alors ils ont simplement ajouté le nom et le numéro de sécurité sociale de Ryan à la demande en tant que co-emprunteur, ont falsifié sa signature. Il ne l'a découvert que lorsqu'il a reçu un avis par la poste. Il était dévasté, mais ton père l'a convaincu que le fait de se battre contre cela déchirerait la famille, alors maintenant il paie tranquillement les $500 de frais d'entretien chaque année pour une propriété qu'il n'a jamais vue. Il était trop terrifié d'être rejeté. L'histoire m'a glacé le sang. Ce n'était pas seulement mon histoire, c'était un plan de jeu. Quelques semaines après cette conversation, Ryan lui-même m'a appelé. Jason, dit-il, sa voix calme et pleine d'un respect que je n'avais jamais entendu d'un membre de la famille, Patricia m'a dit que tu savais pour le droit de partage de temps. Je voulais juste dire que j'ai entendu ce que tu as fait, et je souhaite à Dieu que j'ai eu ta force. La validation était comme un baume sur une vieille blessure. Je n'étais pas le méchant, je n'étais pas celui qui avait déchiré la famille. J'étais simplement celui qui avait finalement allumé les lumières et exposé la décomposition qui était déjà là. Le plus grand choc, la dernière pièce inattendue du puzzle, est survenue presque exactement un an après ce dîner fatidique du dimanche. J'étais dans un café un samedi matin en train de lire le journal quand un numéro inconnu a sonné sur mon téléphone. J'ai failli le rejeter, mais un instinct que je ne comprends toujours pas m'a fait répondre. Allô ? Une voix hésitante et inconnue à l'autre bout du fil. Jason ? Il m'a fallu une seconde pour le reconnaître. La suffisance arrogante et narquoise avait disparu. Il ne restait plus qu'une coquille fatiguée et creusée. C'était Tyler. J'étais tellement stupéfait que je ne pouvais pas parler. Comment as-tu eu ce numéro ? J'ai finalement réussi à dire, ma voix était plate. J'ai dû supplier Taylor de me le donner. Elle m'a fait jurer que ce n'était pas un piège, dit-il, les mots sortant en trombe. Il avait l'air plus petit. Écoute, mec, j'avais besoin de te dire, je comprends maintenant. Je comprends enfin. Je suis resté silencieux, l'écoutant se confier. Il m'a dit qu'après que j'eusse rompu légalement les liens, la pression totale et immense des attentes et du désespoir financier de nos parents avait été redirigée entièrement sur lui. Leur stratagème d'investissement s'était effondré. Ils étaient fauchés, mais pathologiquement déterminés à maintenir l'apparence de la richesse. Ils voulaient que je paie leur adhésion au country club, dit-il, sa voix se brisant avec une amertume que je connaissais trop bien. Quand je leur ai dit que je ne pouvais pas, que j'avais à peine de quoi payer mon loyer, ils m'ont dit que je devais contracter un prêt sur mon 401K. Ils ont dit qu'il était temps que je sois responsable, comme Jason. Il laissa échapper un rire, mais c'était un son brisé et sans humour. Ensuite, mon entreprise a eu des licenciements. J'ai perdu mon emploi,
et je suis allé les voir. Pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment besoin d'aide, et ils m'ont dit qu'il était temps que j'apprenne à me tenir sur mes 2 pieds. L'ironie cosmique et tragique de tout cela était stupéfiante. Je n'appelle pas pour de l'argent, dit-il rapidement, comme s'il lisait dans mes pensées. Je ne te demanderai plus jamais rien. Je devais juste le dire. Tu avais raison. Tu avais raison sur tout, et j'étais un jaloux, cruel. Il s'arrêta, et je pouvais l'entendre prendre une inspiration tremblante. Je suis désolé, Jason, pour tout, surtout pour ce que j'ai dit à propos de Chloé. Je voulais juste te blesser parce que je ne supportais pas que tu aies ta vie en ordre alors que la mienne était un gâchis. Ce n'était pas une excuse parfaite comme dans un film. C'était désordonné et empreint d'apitoiement sur soi, mais c'était aussi la chose la plus honnête et la plus vulnérable qu'il m'ait jamais dite. Cela n'a pas effacé le passé, mais cela l'a reconnu. C'était une lueur de lumière dans une vie d'obscurité. Nous avons mis fin à l'appel. Je suis resté assis là au milieu d'un café animé, à un univers de l'homme que j'avais été il y a 1 an. Mon combat ne m'avait pas seulement libéré, il avait déclenché un tremblement de terre qui avait finalement fait s'effondrer la structure pourrie et creuse de ma famille, et ce n'est que maintenant, dans les décombres, que l'un de nous pouvait espérer construire quelque chose de réel. Une autre année s'est écoulée depuis cet appel téléphonique déroutant de Tyler. La vie a une manière tranquille et persistante d'aller de l'avant, d'adoucir les arêtes les plus vives du passé en quelque chose avec lequel on peut vivre. La cicatrice est toujours là, mais elle ne fait plus mal. Le mur juridique et émotionnel entre moi et mes parents est resté imprenable. Le silence a été total. D'après ce que j'entends par la rumeur familiale, principalement par l'intermédiaire d'une cousine Taylor, maintenant beaucoup plus sympathique, leurs vies se sont effondrées. Ils ont dû vendre la grande maison à Westchester, la scène de toutes leurs grandes performances. Ils vivent maintenant dans un petit condo générique dans une communauté de retraités en Floride, le voyage même qu'ils avaient essayé de financer avec ma signature falsifiée. Ils sont, de l'avis de tous, misérables, piégés dans une cage dorée de leur propre conception, sans personne d'autre à blâmer ou à exploiter que l'un l'autre. Je ne me réjouis pas de cette connaissance. Il n'y a pas de satisfaction triomphante. Il n'y a qu'une tristesse lointaine et clinique pour les 2 personnes qui ont choisi leur fierté plutôt que leur fils. Cette année, je passe les vacances dans un endroit qui ressemble plus à la maison que ma maison d'enfance ne l'a jamais fait, une cabane confortable et enneigée dans le Vermont louée avec Emma, Mark et sa famille. L'air ici est vif et propre, la cheminée crépite toujours et le rire est authentique. Dans la bulle chaleureuse de ma famille choisie, il n'y a pas d'arrière-pensée, pas de dettes émotionnelles, pas d'amour transactionnel. Il n'y a que le confort facile et inconditionnel d'être valorisé pour ce que je suis, pas pour ce que je peux fournir. La semaine dernière, au milieu des factures habituelles et du courrier indésirable, une épaisse enveloppe de couleur crème est arrivée. La calligraphie était élégante. C'était un faire-part de mariage. Tyler va se marier. J'ai tenu le papier cartonné épais dans ma main pendant longtemps. Mon nom y était imprimé seul, un seul invité. Les noms de mes parents étaient là, bien sûr, indiqués comme les hôtes. Il y a 1 an, je l'aurais jeté à la poubelle sans réfléchir, le considérant comme un piège, une tentative de me ramener dans leur orbite. Mais je ne suis pas le même homme qu'il y a 1 an. J'y ai pensé pendant une journée entière. J'ai soupesé l'inconfort d'être dans la même pièce que mes parents par rapport à l'importance de l'événement. Tyler a un nouvel emploi, un emploi modeste mais stable dans la logistique. Il paie ses propres factures. Il fait les premiers pas hésitants dans une vie adulte authentique. Ce mariage avec une femme que je n'ai jamais rencontrée est son pas le plus important à ce jour. Il essaie de construire quelque chose pour lui-même, quelque chose de réel. Et donc, j'ai décidé d'y aller. Je n'y vais pas pour eux. Je n'échangerai pas avec mes parents au-delà d'un bref hochement de tête poli et inévitable. Je ne participerai pas à la fiction d'une famille heureuse et réconciliée. J'y vais pour le jeune homme qui a trouvé le courage de passer cet appel téléphonique. Je vais témoigner du moment où il essaie, devant Dieu et tout le monde, de briser officiellement le cycle et d'en commencer un nouveau. Et au sens le plus vrai, j'y vais pour moi-même, pour me tenir dans cette pièce non pas comme le fils oublié, non pas comme le bouc émissaire, non pas comme le guichet automatique familial, mais comme un homme calme et maître de lui qui a survécu à l'incendie et est sorti de l'autre côté, un homme qui est entier avec ou sans leur approbation. Ma guérison n'a jamais exigé leurs excuses. Ma liberté n'a jamais dépendu de leur chute. Il s'agissait toujours de ma propre ascension tranquille et déterminée.
Assister à ce mariage n'est pas une question de pardon, c'est une question de clôture. C'est la dernière page d'un long et douloureux chapitre. C'est la preuve que mon nouvel aube n'était pas seulement un moment fugace, mais un état d'être permanent et inébranlable. Je suis enfin et complètement libre. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a trouvé un écho en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile pour protéger votre propre paix? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer ce qui va suivre.